Bonjour à tous, merci d'être présents à ce deuxième webinaire. Donc aujourd'hui, le webinaire est axé sur le dossier social et RGPD en 5 grands points. Donc on va commencer déjà par une introduction. Donc nous allons avoir le RGPD, c'est quoi, pour qui et pourquoi. Ensuite, nous allons aborder 5 grands points. Donc, quels sont les premiers points de vigilance pour protéger les données des personnes accompagnées? Quelles sont les exigences du RGPD sur l'accompagnement social? Comment informer le bénéficiaire concernant le traitement de ces données personnelles? Quelle durée concernant la conservation des données des bénéficiaires? Et quels sont les avantages du RGPD? On terminera avec une session de questions-réponses. Donc, sur le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je les noterai, on les posera aux intervenants. Alors, pour ce webinaire, aujourd'hui, nous avons Brice Emma, donc, qui va se présenter, du logiciel Astria. Bonjour, donc moi je suis Brice Aymar, je suis le gérant de la société Doeo et développeur de l'Astria. Voilà, depuis 10 ans maintenant. Ensuite, nous avons Fabienne Siron, donc de Nivalis. Voilà, Fabienne Siron de Nivalis, au départ assistante sociale, essentiellement en service social du travail, puis après d'autres fonctions, et également formatrice dans le secteur social et médico-social, puisque l'accompagnement à la montée en compétences est quelque chose qui m'intéresse, et ainsi que la transmission au sein des écoles, assistants sociaux ou des cadres de l'action sociale. Alors, nous allons commencer du coup avec Fabienne. Alors, avant de commencer, je vais juste vous demander, si possible, de couper vos micros pour ne pas qu'on soit embêté par les bruits et que vous entendiez bien. À toi. Alors, je vous remercie. Donc, Fabienne, je vous laisse commencer l'introduction. Avec le Oui. RGPD, c'est quoi, pour qui et pourquoi? Alors déjà, c'est important de savoir de quoi l'on parle. Donc le RGPD, c'est donc le Règlement général de la protection des données, qui a été là pour encadrer de manière égalitaire la sécurité des données, le traitement des données sur l'ensemble du territoire européen. Pour ce qui nous concerne, et on avait la loi de 78, informatique et liberté, elle n'a pas disparu, mais elle est plus désormais sur des points et des questions nationales. Donc le RGPD, eh bien, ça date déjà du 25 mai 2018, et surtout, ce qui est important, c'est que ça s'adresse aussi bien au secteur privé que public. Ça s'adresse à toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité et les effectifs de cette entreprise. Ça concerne plusieurs domaines. Je ne vais pas vous faire un cours RGPD, mais en tout cas, les RH, le commercial et aussi tous les professionnels de l'accompagnement social et médico-social. Donc, oui, pardon, allez-y. Ensuite, quelle était la volonté du législateur? C'était effectivement d'adapter le cadre juridique aux évolutions technologiques et sociétales, puisque ça fait quand même maintenant un certain nombre d'années qu'il y a une évolution au niveau du numérique. C'est aussi renforcer le contrôle de ses propres données, et ce pour tout citoyen, qu'il ait la capacité de savoir, de consulter ces données et les données qui sont enregistrées le concernant. Et puis, c'était aussi responsabiliser l'ensemble des interlocuteurs qui utilisent, entre autres, le numérique, en les amenant à une mise en conformité. Et puis, harmoniser les règles, le cadre pour toute l'Union européenne. Ceci étant dit, je voulais préciser que je ne suis pas juriste, mais que cela a été fait
en lien avec notre DPO. Et d'autre part, ça ne veut pas dire que ce que l'on dit, c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est le cadre, c'est des questions et des réponses que l'on se pose. Mais il y a évidemment des services, des ministères, des entreprises où vous avez vos propres interlocuteurs au niveau du traitement des données, voire même d'un DPO. Donc, je dirais que c'est plus une sensibilisation sur le RGPD dans le domaine de l'accompagnement social. Alors, ensuite, donc, Fabienne, vous allez partir sur le premier point. Donc, quels sont les premiers points de vigilance pour protéger les données des personnes accompagnées? Alors, je vais y venir avant, juste pour qu'on soit tous au même niveau d'information lorsqu'on s'exprime. On va parler, vous verrez, de données personnelles. Donc, la donnée personnelle, ça va être toute information qui va permettre d'identifier une personne physique. Ça peut être une donnée qui va être directe, un nom, un prénom, ou au contraire une donnée qui va être indirecte, comme un numéro de téléphone. Ça peut être également une seule donnée, par exemple le numéro de sécurité sociale, ou au contraire un croisement de plusieurs données, une personne qui habite à telle adresse, qui est née à tel moment, etc. Il y a également, pour être clair, on parle de traitement de données, c'est-à-dire ce qui va être en lien avec aussi bien le recueil, la collecte, l'enregistrement ou la modification d'une donnée. Donc, des données personnelles et des traitements de données personnelles qui ont tous une finalité, c'est-à-dire un objectif. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous l'avez peut-être déjà dans vos structures, on a surtout deux interlocuteurs principaux qui sont le responsable de traitement. C'est lui qui va mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles pour s'assurer de cette sécurisation des données. Et puis, vous avez le DPO, le délégué à la protection des données, qui, lui, va plus orchestrer la mise en conformité des structures. Donc voilà, juste un rappel pour que si l'on parle de données, DPO, au moins le cadre est donné. Donc, quels sont les premiers points de vigilance pour protéger les données? Alors, avant de rentrer, je dirais, dans le vif du sujet de l'accompagnement social, du dossier social, eh bien déjà, c'est la sécurisation de son lieu de travail. Surtout nous, dans le domaine social, est-ce que le bureau peut fermer à clé? C'est-à-dire qu'on peut penser sortir 30 secondes, puis finalement ça va durer plus. Donc, important de pouvoir fermer son bureau à clé. Des armoires qui ferment également à clé. À pied, non, mais à clé. Je dis ça parce que effectivement, quand on parle de RGPD, on pense uniquement, souvent, aux dossiers informatisés. Mais il y a aussi, ça concerne aussi, tout ce qui va être dossier papier. Protéger les données, c'est aussi choisir un mot de passe que la CNIL va qualifier de complexe. Alors, je pense qu'on a tous fait ça, mais éviter d'écrire sur un carnet ces mots de passe, éviter de les mettre sur un répertoire dans l'ordinateur, à moins que ce soit crypté, et puis trouver un mot de passe qui va être complexe, c'est-à-dire ça peut être une phrase où vous ajoutez un ou deux points par rapport à cette phrase pour faire la différence entre les différents documents que vous allez consulter. Mais c'est la première chose, un mot de passe complexe. D'ailleurs, la CNIL vient d'éditer une nouvelle recommandation pour que ce mot de passe soit vraiment le plus possible un vrai pare-feu pour ne pas entrer dans votre ordinateur. Parce
qu'il est important aussi, c'est de prévoir une procédure de verrouillage automatique des sessions. Là encore, vous pensez quitter votre bureau 10 secondes et en fait, ça dure plus longtemps. Donc, soit avoir une procédure de verrouillage, ou alors, dès que vous quittez le bureau, vous fermez votre ordinateur. Comme ça, les choses sont quand même plus confortables et plus sécurisées. Installez un pare-feu sur votre ordinateur pour éviter tous les virus. Ce qui est important aussi, parce que ça, je pense qu'on a tous fait un petit peu tous, c'est séparer ses usages personnels de ses usages professionnels. C'est-à-dire ne pas faire suivre ses messages professionnels sur sa messagerie personnelle et inversement. Ni, de préférence, héberger des données professionnelles sur des équipements personnels, ça peut être une clé USB, voire même un téléphone, et réciproquement. Et enfin, ne pas connecter ces supports amovibles personnels aux ordinateurs de travail. Ça, je dirais que c'est un cadre général, mais certainement encore plus sensible dans le domaine social, vu les données que l'on est amené à recueillir et surtout à enregistrer. Voilà pour la première réponse. Merci Fabienne. Alors, on va enchaîner sur le deuxième point. Donc, quelles sont les exigences du RGPD sur l'accompagnement social, ce qui nous concerne directement? Alors, la première chose, lorsque l'on est face à son logiciel, c'est se reposer la question. Je vais donc collecter cette donnée. Pourquoi je l'ai collectée? Dans quel objectif? Est-ce que ça va être vraiment nécessaire pour moi de garder cette donnée en fonction de ma mission, de la tâche que j'ai à accomplir? Est-ce que ce que je suis en train de collecter, est-ce que c'est vraiment une donnée qui va être adéquate, pertinente et pas excessive compte tenu de ma mission? En clair, vous pouvez collecter et surtout enregistrer seulement les données qui sont strictement nécessaires à la mise en œuvre de l'accompagnement et du suivi social de la personne concernée. Ça, c'est le premier point. Ce qui est important aussi, alors ça peut paraître parfois des conseils, mais c'est important quand on est amené, surtout dans le cadre de notre travail, à se déplacer. Donc, surtout, ce qui est important déjà, c'est de sauvegarder les données que vous allez emmener. On sait qu'il peut y avoir, par exemple, dans les transports, les espaces publics ou autres, des vols d'ordinateurs. Donc, sauvegardez vos données. L'idéal, c'est que lorsque vous partez avec votre ordinateur, c'est de pouvoir crypter les données que vous avez mis dans votre PC. D'éviter de vous connecter au réseau que vous ne maîtrisez pas. Et puis, ça, je l'ai vu de mes propres yeux dans les trains, c'est-à-dire que vous pouvez être amené à travailler dans un train, un TER, un RER, et on ne se rend pas compte que la personne à côté ou au-dessus, elle a une complète visibilité sur tout ce que vous avez saisi. Par expérience, moi, je l'ai fait avec quelqu'un à côté de moi dans un train et effectivement, j'ai pu absolument tout lire ce qui avait été écrit. Donc, vigilance, surtout par rapport, encore une fois, au contenu des interventions du domaine social. Petite précision aussi, vous pouvez être amené à vous dessaisir de votre ordinateur parce que vous partez, parce que vous en changez. Pensez bien à ce que cet ordinateur soit complètement revu, même au niveau du disque dur. Il ne faut absolument pas qu'il reste de données sur votre ordinateur. Ça, c'est très important. Il y a aussi un point qui se pose dans l'accompagnement social aujourd'hui, c'est que tout est numérique.
Donc, on a tous eu des usagers ou des salariés qui ne savaient pas ou avaient des difficultés à utiliser Internet, alors qu'effectivement, aujourd'hui, pour accéder à des dossiers, à des droits, il faut savoir utiliser Internet. Là aussi, il y a des bonnes pratiques à mettre en place en fonction de vous, de votre position par rapport à ça et aux personnes que vous accompagnez. C'est-à-dire, ça peut être juste, je les forme, je les sensibilise, je fais à côté d'eux, ou je fais même à leur place. Attention, il y a quand même des précautions à prendre, et pour ceux d'entre vous qui seraient amenés à faire à la place d'un usager ou d'un salarié, moi je vous recommande de consulter le site de la CNIL, où ils ont élaboré un formulaire qui est un mandat où la personne va s'engager en disant qu'elle est tout à fait d'accord pour que vous puissiez utiliser ces codes et donc gérer son dossier même quand elle n'est pas là. Autre chose aussi, il y a les contenus des écrits. C'est vrai que vous allez saisir des données, l'âge, les données administratives, mais il y a aussi tout ce que l'on va écrire sur l'accompagnement social. Là, ce ne sont surtout pas des notes personnelles ou un compte-rendu à partir de prise de notes. Les écrits que vous allez avoir sur cette partie accompagnement, eh bien, ils doivent être clairs, sans équivoque et sans jugement. C'est important aussi que si vous avez effectivement des notes personnelles, elles sont ailleurs, dans un autre endroit ou calées au niveau de l'ordinateur, si je puis m'exprimer ainsi, de façon complètement hermétique. Et ça amène une autre question. Souvent, lors des entretiens, on peut être amené à prendre des notes. Qu'est-ce qu'on en fait, ces notes? Est-ce qu'on les détruit? Est-ce qu'on les garde? Et si on les garde, où? Jusqu'à quand? Est-ce qu'on va les supprimer, par exemple, au moment où on va saisir les données dans le logiciel? C'est des questions qui peuvent paraître par moments basiques, mais par expérience, aussi bien la mienne que par les différentes équipes que j'ai pu rencontrer, c'est une vraie question. Qu'est-ce que je fais de mes notes prises lors d'un entretien? Qu'est-ce que je fais de mes notes lors d'un compte-rendu écrit et qui va être enregistré sur le logiciel? Voilà une première partie. Vous avez aussi les justificatifs. Alors, c'est vrai qu'on a tendance aussi à les justificatifs, à les garder. De préférence, ne les gardez pas si, d'une part, ils sont trop anciens et que, du coup, ça n'a plus de sens à ce que vous les ayez encore, ou parce que les justificatifs que vous avez eu en main avaient un lien avec une démarche et que cette démarche est terminée. Donc, ni les garder en papier, ni les conserver sur le PC. D'ailleurs, faites attention, et je dirais faisons attention, parce qu'il y a des fois une coexistence entre des dossiers papier et des dossiers informatiques. Donc, d'une part, c'est éviter les doublons, c'est sûr, et d'autre part, si après on a sur un passage tout informatique, on va oublier le dossier papier, avec justement peut-être des données, des documents qui ne seront plus ou pas sécurisés. Donc, être vigilant par rapport à ça. Ce que ça amène aussi, par rapport aux précautions à prendre dans le cadre de l'accompagnement, ça va être d'être au clair sur le fait que ces données qui sont dans un logiciel, qui peuvent être papier, peuvent être partagées ou adressées à certains destinataires en cas de suivi, d'accompagnement, comme on peut le voir dans les hôpitaux, ou de continuité de service. Donc, ça demande aussi, lorsque l'on écrit, de réfléchir non seulement à ce que l'on dit sur la personne,
mais également à ce qui va être transmis et donc lisible par d'autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui demande une réflexion au moment où on va enregistrer des données, qu'elles soient administratives ou pour le dossier social. Je crois que j'ai terminé ma partie. Alors, merci. Du coup, nous allons passer au troisième point. Donc, comment informer le bénéficiaire concernant le traitement de ses données personnelles? Et c'est Brice Aymar qui va répondre sur ce point. Alors, nous, dans notre logiciel, l'Astria, le logiciel pour les assistantes services sociales, il a été développé dans le respect des exigences du RGPD, de l'hébergement de données de santé et des recommandations CNIL. Et notre logiciel, dans ce cadre, prévoit un message à délivrer aux bénéficiaires et une durée de conservation des dossiers prévus par la CNIL. Donc, concernant le message à délivrer aux bénéficiaires, il est important de rappeler que la CNIL insiste sur le fait qu'un traitement de données à caractère personnel doit être mis en œuvre en toute transparence vis-à-vis des personnes concernées. Le message à délivrer permet cela. Pour rappel, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du RGPD, les personnes doivent en principe être directement informées au moment où les données sont collectées. Donc l'ASTIA, dès la création d'un dossier social, soit le premier stade de la collecte de données à caractère personnel, prévoit un message à destination des personnes concernées pour les informer de l'existence du traitement, de ses caractéristiques essentielles, parmi lesquelles l'identité du responsable du traitement et l'objectif poursuivi, ainsi que les droits du bénéficiaire. Le RGPD n'impose aucune forme spécifique concernant le message à délivrer. Elle préconise cependant une information écrite de manière à pouvoir justifier de son contenu, ainsi que du moment où elle a été délivrée. L'Astria, pour cela, prévoit deux solutions. Soit un petit texte à lire pour informer la personne oralement avec un bouton « Oui, je l'ai fait » pour enregistrer la trace, l'heure et la date à laquelle vous l'avez informé. Soit, mieux encore, l'envoi d'un email préconfiguré au bénéficiaire. Le travailleur social, dans ce cas précis, recevra le mail en copie. Comme ça, vous gardez la trace, vous aussi, du moment où vous avez informé le bénéficiaire. Et lui, dans ce mail, pourra retrouver toute information nécessaire vis-à-vis du traitement des données. Voilà, donc pour revenir sur le droit des bénéficiaires qui doivent être rappelés dans ce message, donc nous avons un droit d'accès. Donc, à la demande du bénéficiaire, vous êtes tenu de lui transmettre une copie des données le concernant. L'Astria vous permet d'extraire le dossier au format PDF et de le remettre à la personne, avec ou sans les notes personnelles. Donc, en général, vous ne donnez pas les notes personnelles. Vous avez la possibilité de donner les notes internes, pas les notes internes, pardon, les notes publiques, éventuellement les notes qui pourraient être libres, mais les notes personnelles vous appartiennent. Un droit de rectification, un droit à l'effacement, un droit à la limitation du traitement et un droit de s'opposer au traitement de ces données. En ce qui concerne les traitements relatifs à l'accompagnement social et ou médico-social, la personne peut s'opposer au traitement de ces données, à condition d'invoquer des raisons tenant à sa situation particulière. Le responsable du traitement, donc vous, quelqu'un de chez vous, pourra refuser de donner suite à cette demande d'opposition s'il démontre qu'il dispose d'intérêts légitimes et impérieux qui prévalent sur les droits et libertés du demandeur. Pardon. Voilà. Donc, et aussi, un point de vigilance, attention, parce que la CNIL insiste bien sur le fait que vous devez répondre aux demandes reçues dans les meilleurs délais et dans un délai d'1 mois maximum. Voilà. Très bien. Donc, Brice, on va continuer sur le point 4. Quelle durée concernant la conservation des dossiers des bénéficiaires? Alors, l'Astria, par défaut, prévoit une durée de conservation de 2 ans des dossiers suite au dernier contact avec la personne. C'est le délai qui est prévu par la CNIL. Pour reprendre ce que nous dit la CNIL dans son référentiel de 2021,
En principe, il est recommandé que les données collectées et traitées pour les besoins de l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social et médico-social des personnes ne soient pas conservées dans la base active au-delà de 2 ans à compter du dernier contact émanant de la personne ayant fait l'objet de cet accompagnement. Par exemple, un dernier courriel ou courrier envoyé par la personne concernée, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires au cas particulier. Donc, on vous a mis le lien vers le référentiel de la CNIL sur le diapo. Vous pourrez le retrouver sur lastria.fr référentiel-CNIL, parce que sur le site de la CNIL, l'URL est assez long, mais là, on vous a fait un petit raccourci. Il y a tout dedans, en fait, vous retrouvez tout. Voilà. Dans certains cas particuliers, les données peuvent être conservées plus longtemps que les durées mentionnées. En archivage intermédiaire, par exemple, si le responsable du traitement en a l'obligation légale, pour répondre à des obligations comptables, fiscales ou sociales, ou s'il a besoin de se constituer une preuve en cas de contentieux, la durée de l'archivage intermédiaire doit répondre à une réelle nécessité qui doit être justifiée par le responsable de traitement après une analyse préalable de différents facteurs, notamment le contexte, la nature des données traitées et le niveau de risque d'un éventuel contentieux. Voilà. Donc c'est 2 ans que la CNIL nous recommande. Alors, merci pour ces précisions. Fabienne, on va ensuite passer ensemble au point numéro 5. Donc, quels sont les avantages du RGPD? Alors, c'est vrai que le RGPD peut paraître dans un premier temps assez contraignant. Certains, ça m'a fait un peu penser lorsqu'on devait mettre en place les démarches ISO 9001. Mais finalement, à y regarder de près, qu'est-ce que ça permet aussi, cette réglementation? Eh ben, de se re-questionner, de mettre en place des pratiques que je trouve assez proches de tout ce qui est de notre éthique et de notre déontologie. Ça permet d'améliorer la sécurité des données, de s'interroger sur la finalité de ce que nous recueillons et enregistrons. Ça permet aussi de définir ce que l'on va garder et au contraire de ce quoi on va se soulager, de réfléchir, de penser à son organisation de travail, que ce soit le cadre ou que ce soit l'auteur. Ça permet aussi, je trouve, d'identifier des échanges sur la déontologie et le RGPD. Donc, l'avantage, en résumé, ça permet de poser un cadre et des règles, de prévenir les risques, de sécuriser et de protéger. Voilà pour aujourd'hui les 5 points questions-réponses que l'on souhaitait aborder avec vous. On les développera au cours de formations dont on vous donnera les dates un peu plus tard, on vous tiendra au courant, des formations qui seront à 3 voix avec Brice sur les aspects logiciels, sécurité, avec une déléguée à la protection des données, et puis quelqu'un, je pense que ce sera moi, au niveau de l'accompagnement et du dossier social, mais on vous tiendra au courant des dates qui seront programmées. Des questions, Nelly? Beaucoup. Alors, on va passer justement aux questions-réponses. Donc déjà, la première qui est revenue plusieurs fois, est-ce qu'il y aura un replay? Bien sûr, normalement, le webinaire est enregistré. Je laisse Brice me confirmer. Oui. Voilà, Oui. donc il y aura un replay de transmis. Alors, il sera sur notre chaîne YouTube, on le mettra aussi sur LinkedIn. Et puis après, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours nous contacter et on vous enverra le lien. Voilà, donc déjà. Ensuite, concernant, c'était au niveau du point 2. Marie-Ange Sauvager a posé une question s'il était possible d'avoir le libellé du formulaire à récupérer à la CNIL.
Donc, concernant les exigences du RGPD sur l'accompagnement social. Donc, Fabienne, je vous laisse nous Oui, en- bien sûr. Après, je dirais qu'il faut, je verrai avec vous et avec Brice pour que ça soit peut-être inséré dans le PowerPoint. Oui, Je pense que ça pourrait on être pourra le fait. rajouter. Oui. Pas Marianne, de si ça problème. vous convient, je vous laisse nous faire une réponse. Ensuite, on avait Aline Grondin qui nous a... Donc oui, c'est très bien. Ça lui convient très bien comme ça. Qui demandait si, Brice, c'était possible de mettre le mandat dans les documents à fusionner. Donc ça, je pense que c'est propre au logiciel directement. Oui, il faut qu'on regarde le mandat, effectivement, et on pourrait potentiellement le fusionner. D'accord, très bien. Effectivement, oui. C'est une très bonne Oh, idée. oui, je pense. Alors, on a Sandy qui nous demandait si les dossiers sociaux sont supprimés automatiquement dans le logiciel Lastria au bout des 2 ans. Alors, non, ils sont anonymisés. C'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de faire des stats. En revanche, toutes les données qui sont identifiantes, donc le nom, le prénom, la date de naissance est modifiée à plus ou moins 60 jours, mais rien n'est supprimé. Et vous perdez l'accès, en fait. Et voilà, pour l'instant, on en est là. On travaille actuellement à un système d'archivage intermédiaire qui permettrait éventuellement à un administrateur, selon, comme on a rappelé tout à l'heure, ce que dit votre DPO, mais un admin pourrait restaurer un dossier qui a été archivé pendant une durée de 3 ans. Voilà. Après, par contre, au-delà des 5 ans avant la fin le dernier travail, là, par contre, il sera complètement anonymisé et on ne pourra pas le récupérer. Voilà. Mais le nettoyage se fait automatiquement. Et d'ailleurs, vous avez sur la nouvelle version une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de trouver tous les dossiers qui arrivent à expiration, donc au bout des 2 ans, et qui vous permet aussi de faire le tri dans vos documents papier. Parce que même si vous avez un logiciel et que vous rentrez tout dedans, vous avez sans doute des justificatifs papier ou des notes qui traînent concernant le dossier. Donc là, on a mis en place dans la nouvelle version un système qui vous permet de retrouver le dossier à archiver, enfin les dossiers papier à archiver. Merci. Et une dernière question, donc peut-être plutôt pour Fabienne. Est-ce que vous avez des conseils pour les assistantes sociales indépendantes par rapport à tout ce qui est RGPD? Alors, des conseils, c'est vrai que les assistantes sociales indépendantes vont être responsables complètement de leur traitement. Alors, des conseils, c'est la base, c'est de reprendre un peu ce que l'on a dit, c'est-à-dire déjà de s'assurer que le PC est bien sécurisé, que les lieux où on intervient, ça, voilà, c'est aussi reprendre ça. Et c'est vrai que ça peut demander aussi pour les assistantes sociales indépendantes, ou autres d'ailleurs, de se poser et de se dire quels sont les différents traitements que je fais avec ces données. Donc, et se dire pourquoi, dans quelle finalité, être déjà au clair de ce que l'on fait et comment on le fait et avec qui. Voilà, en 30 secondes, ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je pense que ça va aider tout de même. Ce qui est important, c'est de limiter aussi la prise de données. Ne prenez que les informations dont on a besoin pour traiter la demande, pour traiter le dossier. Pas besoin de rentrer toutes les infos de sa vie. Euh, et, euh, et effectivement, un bon mot de passe. Avec l'Astria, nous, on a la double authentification, donc vous êtes assez sécure. Il n'y a pas grand-chose qui traîne sur les ordinateurs quand vous mettez tout dans l'Astria. Donc, vous êtes un peu plus tranquille là-dessus. Et puis voilà. Merci. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il n'y en a pas pour le moment. Et sinon, nous arriverons à la fin Il y a du quelqu'un webinaire. qui semble poser, qui a levé la main, Nelly. Il y a quelqu'un qui lève la main dans le... Oui. Oui, Ok. monsieur Avignon Clément.
Vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, c'est moi qui ai levé la main. Bonjour. Avignon, oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Oui. oui, on vous entend. En fait, moi, je suis assistant social dans un centre de soins infirmiers. Mhm. D'accord. Ma question, alors, c'est pas directement en lien avec le dossier social, c'est plutôt sur les relations qu'on peut avoir avec des partenaires et le partage, enfin, la transmission d'informations qu'on peut échanger avec des partenaires. Souvent, on utilise le mail comme outil de transmission d'informations, qui ne me semble pas être un moyen sécurisé. Est-ce que vous avez des pistes à me suggérer? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions. Moi, j'avais notion que le mail était le moyen le moins sécurisé de transmettre des informations. Donc, je ne sais pas ce qui serait envisageable, soit pour sécuriser la transmission des mails, soit pour imaginer un outil plus sécurisé que le mail. Alors, Oui. je me permettrai, après, je pense que Brice sera plus compétent. Simplement, je dirais que c'est ce que nous a conseillé notre DPO, c'est d'avoir effectivement des messageries qui va être cryptée. Donc, au moins la transmission du message est cryptée. Alors, je ne vais pas faire de publicité, mais il y en a un ou deux qui sont assez connus sur la place. Mais au moins, ça permet de sécuriser les données quand elles sont effectivement partagées avec des partenaires. Mais je pense qu'au niveau technique Alors, pur, Brice sera plus compétent. alors, c'est un point sur lequel on pêche un peu encore. Déjà, vous avez la possibilité, même si vous n'avez pas de fournisseur de boîte mail chiffrée, vous avez la possibilité de chiffrer les mails que vous envoyez avec un système de clé GPG, ça s'appelle. Et c'est compatible avec à peu près toutes les messageries. Donc, je vous invite à vous renseigner sur les clés GPG. Mais effectivement, ça va chiffrer entre le moment où ça sort de chez vous et le moment où ça arrive chez votre partenaire, chez le destinataire. Par contre, si quelqu'un accède à votre boîte mail ou à sa boîte mail, là, c'est un peu compliqué. Donc, c'est très important d'utiliser un mot de passe fort pour votre boîte mail. C'est très important d'activer la double authentification si c'est possible, d'utiliser le mot de passe que pour votre boîte mail et pas sur tous vos services possibles, et, et de le changer régulièrement. Après, effectivement, c'est compliqué de trouver un système parfait parce qu'il faut que vous l'ayez et que le destinataire du mail se l'ait aussi, soit capable de se connecter soit capable de déchiffrer le mail et d'y accéder. Donc, c'est pas évident de trouver une solution qui serait facile à mettre en place partout, malheureusement. Voilà. Je suis désolé, la réponse n'est pas parfaite, mais voilà. Il n'a pas. Je pense que ça vous convient, Clément? Ça vous aide un peu? Oui, ça me convient. Ce sont des pistes effectivement de réflexion. Je ne connaissais pas la clé GPG, là, donc je vais me renseigner auprès de notre Voilà. DPO. Mais c'est vrai que c'est... Ça peut aider, mais voilà, ça n'est que la face. C'est qu'une partie du problème parce que effectivement, si c'est votre partenaire qui se fait, à qui on accède à la boîte de données, la boîte mail, pardon, ben, ça résout pas le problème, quoi. Alors après, sinon, il y a des systèmes je pense à Capast, par exemple, où en fait, on va mettre le message sur une interface web qui est chiffrée et on va envoyer la clé de déchiffrement via un autre système. Mais c'est pas hyper pratique. Ça s'appelle, c'est fait par Infomaniac, c'est des Suisses, mais bon, après, il existe plein de services dans ce genre-là. Capast, K-P-A-S-T-E. Voilà. C'est un système, nous on s'en sert pour échanger des mots de passe, par exemple, avec des prestataires ou avec des fournisseurs. Quand on a besoin de donner un mot de passe d'accès à quelque chose ou un identifiant, on le fait passer par un truc dans ce genre-là.
Donc, on envoie le message chiffré et on envoie la clé de déchiffrement par SMS ou autrement, et voilà. Mais c'est pas, voilà, c'est pas. Pour l'instant, on n'a pas de système pratique. Merci. Alors, il y a Ouais. une question, du coup, Marie-Bénédicte Jean, qui a rebondi. En cas de transfert du Oui. mail par le partenaire, est-ce que le mail reste crypté? Je ne crois pas. Parce que c'est vraiment, enfin, la clé GPG, enfin, je ne sais pas si Marie-Bénédicte parle de la clé GPG ou de Capast. La clé GPG, elle ne sert que entre le moment où le mail sort de chez vous et arrive chez l'autre personne. Donc, une fois qu'il est sur votre ordinateur, le mail est déchiffré et c'est fini. Donc, si votre partenaire a aussi une clé GPG, pourra le transférer à quelqu'un d'autre sur le même système. Et Capast, par contre, oui, ça c'est possible, il pourrait transférer cette clé, enfin, ce message-là et la clé via un autre système. Ça ne pose pas de problème. Il pourrait, enfin, voilà. Après, il y a moyen de mettre un nombre de fois où on ouvre ce message, une date d'expiration aussi, on peut dire, pendant une semaine, on peut accéder à ce message, et après, il s'autodétruit, et voilà, il y a des choses comme ça. Merci, Brice. Donc, dans la conversation, j'avais mis le lien de l'astria.fr avec le référentiel CNIL pour que les gens puissent y accéder aussi s'ils voulaient regarder. Et j'ai noté le nom, clé GPG et CAPAS pour que tout le monde puisse le noter. Voilà. Merci. Nous arrivons à la fin des questions et du coup de ce webinaire. Donc, j'espère qu'il vous aura aidé. Merci beaucoup, Fabienne et Brice, pour votre intervention. Et donc, on attend Merci à tout le monde d'être la venu. transmission du replay. Merci. Merci à tous et très bonne journée. Très bonne Merci. journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.